Allez, tu peux y aller. Voilà. Alors, bonjour, je suis Sylvano. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Hippo et de Genome. Donc, Genome, vous devez peut-être déjà le connaître. C'est un middleware pour développer du logiciel robotique. Et Hippo, c'est un exécuteur de modèles et aussi un outil pour faire de la vérification formelle. Donc ça, c'est un travail qui est fait en collaboration entre des gens qui sont tous au LAS à Toulouse. Donc, il y a Félix Ingrand qui a aidé à développer Genome au sein de l'équipe de robotique du LAS. Il y a Pierre-Emmanuel Ladic qui travaille dans l'équipe de vérification et qui est notre spécialiste en réel. Donc, lui, il peut tout vous raconter sur l'ordonnançabilité, les offsets, à quelle date répondre. Et moi qui travaille plutôt dans la vérification formelle. Et donc, c'est moi qui fais la vérification aujourd'hui, enfin la présentation aujourd'hui. Et donc, je vais peut-être avoir tendance à parler un peu plus de vérification. Donc, l'exposé commence mal parce qu'il y a déjà plein de noms, Hippo, Genome. Donc, il va y avoir beaucoup de name dropping. Alors, à la fin, il y aura quelques vidéos et des expérimentations. Donc, restez avec moi. Et donc, l'exposé, ce n'est pas pour parler de vérification formelle de logiciels robotiques. En fait, on va plutôt parler d'exécution. Donc, Genome, il est là pour vous aider à programmer les robots. On va dire que c'est la couche fonctionnelle. C'est basé sur un langage, des modèles. Et donc, les roboticiens, ils ont l'expérience de travailler avec des concepts de haut niveau, alors typiquement pour le planning. Et l'idée, c'est d'avoir le même type de modèle pour décrire la couche d'exécution. Et alors, une fois qu'on a une description du comportement d'un logiciel, ce qui peut être intéressant, c'est de vouloir vérifier des propriétés dessus, on va dire offline. Et pour ça, il y a une approche dans la méthode formelle qui marche assez bien, qui est le modèle checking. Et une fois qu'on a vérifié ces modèles, on peut aussi avoir l'idée de les exécuter. Et ça donne donc une méthode d'exécuter une spécification qui a été prouvée en réduisant la distance qu'il y a entre ce qui a été vérifié et ce qui s'exécute. Donc ça, c'est le but de Hippo. Alors, une autre particularité de ce qu'on a fait dans ce travail, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux aspects temps réel, et donc aux contraintes temporelles. Donc, Genome a tout ce qu'il faut pour déclarer les contraintes temporelles d'un système. Et nous, on va utiliser des outils de vérification qui prennent en compte le temps. Et l'exécution, elle va aussi se focaliser sur le fait d'être fidèle à ces contraintes et d'être en temps réel, donc dans le sens qui a été abordé avec Corail ce matin et puis aussi dans l'exposé précédent, en fait, de pouvoir répondre au juste moment, pas forcément le plus vite, mais à un temps qui soit le plus prédictible possible. Et quelque chose qui apparaît moi aussi, c'est qu'on nous on a des soucis de langage de programmation, on va dire. Donc, un des objectifs ici, c'est de donner des outils pour aider à programmer. Et quelque chose, bon, j'en ai parlé, mais qui était moins aussi visible dans le titre, c'est qu'on a des soucis de temps réel et d'ordonnançabilité. Mais ça, je suis moins spécialiste. Donc, Pierre-Emmanuel, qui est dans le public, pourra répondre aux questions si vous en avez. Donc, je vais commencer par une overview à haut niveau de Genome. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais bon. Donc, Genome, c'est quoi? C'est une solution qui a été développée au LAS depuis presque 25 ans maintenant, ça va faire beaucoup. Et c'est une solution pour répondre à quelle question? C'est comment on programme différents objets, différents robots. Maintenant, on va plutôt parler peut-être de systèmes autonomes. Et en essayant de partager le plus possible les développements. Voilà. Si on fait un module pour un robot qui roule, est-ce qu'on peut le réutiliser pour un robot qui vole? Et de préserver certaines bonnes qualités et d'avoir des degrés d'abstraction aussi entre la couche exécution et puis les couches plus hautes. Donc là, je vous montre des diagrammes qui datent de 96, du siècle dernier, et qui sont presque toujours bons.
Donc, dans Génome, l'unité de base, c'est le module. Donc, on appellerait ça maintenant un composant ou un service. Et donc, le module, il encapsule des exécutions. Et alors, le côté intéressant, c'est que c'est sous forme de tâches. Donc, certaines qui sont périodiques, avec des notions de ressources qui peuvent être accédées de manière concurrente et donc comment protéger ces accès. Il y a des notions de message, donc on a entendu aussi topic, donc ça c'est une partie importante dans les systèmes robotiques. Et tout ça, il y a une tâche de contrôle. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces modules? Le programmeur il vient avec plusieurs modules pour construire sa solution. Il vient aussi avec ce qu'on appellera plus tard des codels, donc des petits bouts de programme C qui représentent le comportement bas niveau des tâches qui sont exécutées. Alors, il faut penser à un codel comme par exemple un driver pour accéder à un GPS ou un petit programme qui va calculer un point d'intérêt dans une carte. Et il y a une chaîne, c'est basé sur Unix. Il y a des chaînes logicielles avec, un peu comme ROS aussi maintenant aujourd'hui, pour tisser ensemble tout ça et générer du code. Et qui peut être indépendant du middleware bas niveau utilisé, qui peut changer selon la cible et qui peut changer selon qu'on va le faire la vraie exécution, du test ou de la simulation. Alors ça, c'est la vision un peu moderne. Donc maintenant, on en est à la version 3 de Génome. Il y a eu quelques évolutions, mais on en reste toujours même fondamentaux. Donc ici, pour vous montrer qu'il y a une notion de port, on peut voir aussi un module un peu comme un agent. Il y a des tâches qui sont en réel et qui peuvent faire des pauses. Et comment on décrit ces tâches? On la décrit sous forme de machine à état, avec une prise en compte de tout ce qui peut être mécanisme d'erreur, donc des transitions en cas d'exception, des changements de mode ou autre. Et comment on décrit les activités, les petits morceaux à l'intérieur, les états dans ces machines, sous forme de code C, et aussi décoré d'informations qui peuvent être intéressantes dans la génération du code, par exemple des worst case execution time. Et donc ça peut être utile aussi quand on veut faire de l'analyse. C'est ce qu'on va faire. Alors, un exemple de code Génome. Donc, je vais vous prendre l'exemple du Vélodine, qui est un capteur assez important maintenant dans les robots. Alors, il y a une version graphique, une représentation, on va dire, du composant Vélodine. Le composant, il a un nom. On peut décrire ses tâches. Donc là, on voit qu'il y a 3 tâches. Il y a en gros une tâche apériodique qui gère tout ce qui est l'initialisation, avec le démarrage. Et puis, on a séparé tout ce qui est calcul en 2. Il y a une tâche pour faire le POSE, donc l'analyse des éléments importants dans la scène, et puis une tâche différente pour le scan. Et toutes les deux, elles sont à la même période, mais on fait le traitement de manière à pouvoir résister au cas où on va faire on va rater un scan entre deux postes. Et le code, c'est quoi? On utilise des choses un peu rustiques. C'est du source. Il y a des notions, il y a des variables, il y a des types, il y a des déclarations de tâches. Et puis, dans les tâches, il y a des activités. Les activités, elles sont décrites avec une syntaxe aussi textuelle. Donc, c'est une définition d'une machine à état. Donc, on pourrait extraire, on extrait même d'ailleurs facilement ce genre de diagramme à partir du code. Pour en terminer sur la partie Génome, avant de montrer quelques exemples. Et donc, l'idée générale, c'est qu'une fois qu'on a le code, il y a toute une technique. Alors, ce n'est pas de la transformation de modèle, c'est vraiment du templating. On a des chaînes de transformation qui vont prendre les sources génome, donc les modules, les codels qui sont du C, et par différents types de transformations, du linking avec différentes librairies. Donc, il y a 2 grands, on va dire, middleware d'exécution
Un qui est ROS, on en a parlé aujourd'hui, et historiquement Pocolypse, qui est une sorte de librairie bas niveau qui permet d'implémenter tout ce qui est message et synchronisation IPC, on va dire. À partir de différentes librairies, de différentes transformations, on peut générer des exécutables différents qui peuvent s'adapter à l'architecture de la machine. Si on change le nombre de CPU, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut construire? En fait, quelle est l'idée que je trouve la plus intéressante dans ce modèle-là? On a une description de haut niveau de l'architecture fonctionnelle d'un robot. Alors là, on prend un exemple d'un drone. Donc ça, c'est un drone qui est fait au LAS, qui a la particularité en fait, de pouvoir se déplacer latéralement de manière très précise en jouant sur les vitesses de rotation différentes entre les différents rotors. Voilà. Alors pour construire, on va dire, le système d'exploitation de ce genre de robot, il y a une architecture qui est composée de 5 modules. Et alors ça, c'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple où il y a finalement très peu de puissance de calcul. Et en même temps, on a une demande de fréquence de calcul qui est très importante. Ça travaille au niveau du kilohertz. Parce que si on perd un peu la position ou la commande sur un drone, on perd très vite le contrôle. C'est pour ça qu'il y a toujours des gros filets et qu'on met des lunettes quand on joue avec ça. Exactement de manière homogène, quoi. On va programmer de la même manière ce gros robot là, qui est une plateforme un peu historique de l'équipe robotique. C'est sur une base de Segway. Ça pourrait être le prototype d'un rover martien. Je crois que c'est aussi utilisé avec l'ONERA pour, par exemple, faire des missions. L'exemple, c'est l'observation de pistes d'atterrissage, des choses comme ça. Alors celui-là, il est intéressant parce que il y a plus de place pour faire des calculs. Hein. Il y a 2 gros CPU avec plein de cœurs. Il y a beaucoup d'équipements différents. Donc, il y a à la fois des gyroscopes et un Vélodine et des GPS. C'est un robot qui est assez lourd et qui va très vite. Donc, alors, il y a des pare-chocs, mais moi, j'ai plutôt peur pour les gens qui sont devant. Donc, il y a des soucis de sécurité quand c'est mis en présence d'êtres humains. Et lui, il est finalement pas beaucoup plus compliqué. On va dire qu'il y a une dizaine de modules, une trentaine de tâches. Mais il est représentatif d'une vraie application. Et ça, c'est un des exemples qu'on va prendre dans nos expériences. Donc, pour nous, ça, c'est représentatif d'un système robotique réaliste. Donc, première partie, génome. Deuxième partie, des méthodes formelles. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de méthode formelle, mais juste pour dire que le grand classique, c'est que il y a des gens qui viennent avec leur langage de description de système, des langages de description d'architecture, ou des choses avec beaucoup plus de comportement. Donc nous, on s'intéresse à Genome. Et puis, Genome, il permet de générer du code. Et puis, à partir d'une description, on peut générer plein de choses pour faire de l'analyse. Les chaînes peuvent être très différentes. On peut générer des modèles d'analyse, des fois avec beaucoup d'interventions manuelles, ou même sans considérer du tout le modèle de départ, juste une traduction à la main, une interprétation. Et il y a énormément d'outils qui sont là pour faire de l'analyse. Alors, nous, on s'intéresse au modèle checking. Donc, le modèle checker chez nous de référence, c'est TINA, qui fait de la vérification de réseaux de Petri temporisés, on va en parler. On peut faire aussi de la génération de code. Voilà. Et donc là, on a typiquement un problème de tour de Babel avec plein de langages, des transpos qui n'ont pas forcément des liens entre elles, et puis donc des problèmes pour savoir quantifier notre confiance en fait, sur la distance qu'il y a entre le code qui est exécuté et puis le modèle qu'on a utilisé pour faire nos analyses. Donc, le but d'IPO, ça va être d'essayer de réduire cet écart. Alors, c'est quoi les caractéristiques de Genome en tant que langage de description? Alors, qui va le rendre intéressant en fait, pour le travail qu'on fait?
D'abord, c'est un langage de description de comportement qui fait des choix. Les comportements qu'il va définir, ils sont assez déterministes. Voilà. Donc, il y a peu de choses qui sont laissées au hasard. Il n'y a pas beaucoup de magie, comme ils disent. Tout est déclaré. Et il y a une utilisation assez stricte et rigide de comment les composants travaillent. Alors, dans l'ADN, il y a ces mécanismes de transformation. Et donc, on va utiliser exactement les mêmes transformations pour générer nos modèles de vérif ou d'exécution que le mécanisme utilisé dans le génome. Alors, ça vient de plusieurs années d'expérience, de décades d'expérience. Donc, on sait que dans les systèmes robotiques, finalement, le plus important, ce n'est pas le comportement normal, c'est le comportement d'erreur et les pannes et autres. Et donc, il y a une description assez précise de tout ce qui se passe quand ça se passe mal. Et puis, il y a plein d'informations qui sont nécessaires pour faire ce qu'on fait. Il y a toutes les descriptions de manière explicite quelles sont les tâches, si elles sont périodiques ou apériodiques, quelles sont leurs périodes, les worst case execution time, et bien sûr les descriptions sous forme d'automate déjà, c'est le modèle de référence en vérification. Et puis, c'est de la synchronisation par échange de messages ou par mémoire partagée, et ça, c'est des modèles aussi qui sont assez compatibles avec la vérification. Et donc, ces 4 points-là, c'est vraiment les 4 points intéressants quand on va faire la vérif. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du modèle de bas niveau dont on fait la vérif. Dites-vous juste que de la même manière qu'on n'a pas besoin de tout comprendre de l'assembleur pour parler de l'exécution du génome, pour faire le modèle checking, nous, notre assembleur, c'est des modèles de bas niveau. Donc, dans notre cas, nous, ça sera des pétris. Alors, avec des extensions qui peuvent être utiles, par exemple des priorités. Des outils d'analyse, de simulation, et donc on va parler de modèle checking. Et puis, donc ça, le modèle checking, il y a une assez longue histoire aussi, avec quelques success stories, on va dire, dans la vérification de protocoles, télécommunications, dans le hardware avec moderne, pour faire de l'exploration d'architecture aussi, et puis des limitations aussi. Donc, il faut aussi expérimenter avec la vérif pour savoir si c'est applicable ou pas dans le cas de la robotique. Donc, on va vous donner des retours d'expérience. Et Hippo, c'est quoi? Hippo, c'est une machine d'exécution pour du fiacre. Et fiacre, c'est 1 degré au-dessus des pétris. Donc, c'est un langage de... C'est pas l'assembleur, c'est le C, on va dire, de la vérif. Et donc, c'est une surcouche qui vous permet un langage de déclaration, une notion interne de composants, des processus des composants, de la composition, et qui vous permet d'avoir accès à des types de données beaucoup plus riches que juste des places avec des jetons. Donc, il y a des tableaux, il y a des unions, il y a des FIFO, on peut faire des FIFO de tableaux, etc. Et Fiacre, pour faire de l'exécution, on l'a aussi étendu avec juste 2 éléments. Okay. Une notion de tâche, qui va représenter en fait le lancement d'une exécution dans une tâche système d'un bout de C. Et quand ces exécutions elles terminent, elles vont rendre des résultats, et ça va être vu dans le modèle sous forme d'événements qui vont transporter une valeur et qui vont arriver dans le système. Et puis on peut aussi avoir des événements, donc des messages, des événements clavier, etc. aussi, non liés à des tâches. Donc, je ne vais pas vous décrire la syntaxe. On n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si on se souvient de la chaîne de génération de code de génome, la chaîne de vérification de génome, elle n'est pas très différente, sauf qu'on ne va pas prendre en compte le code C, on va juste prendre en compte pour la vérification les contraintes temporelles, par exemple le W7. Et puis, au lieu de générer du C, de le linker avec des librairies, on génère ce fiacre, on le compile et on le modèle check. Alors,
pour que ça tienne dans les 20 minutes de la présentation, je peux vous faire une démonstration. Alors, sur un modèle génome très simple, le modèle en gros, c'est un Roomba avec une caméra. Ça, c'est utilisé en enseignement. Et donc, elle va essayer de suivre un point de couleur pour se diriger. Et puis, on peut faire à chaud une vérification. Je pourrais vous montrer le modèle, le hippo. Voilà à quoi ressemble le hippo. Ce modèle, on peut il a été généré directement à partir de génome. Et on peut faire du modèle checking. Donc là, ce que je viens de lancer, c'est un outil, un modèle checker, qui va juste générer l'espace d'état. Quelque part, toutes les configurations possibles de mon système. Donc, on voit que ça prend un peu de temps. Donc, ça doit prendre moins de 20 secondes. Voilà. Et il y a en gros 132 000 états différents. Alors, c'est quelque chose qu'on va marquer là. Alors là, j'ai fait une génération d'états qui est un peu compliquée. En fait, on peut utiliser, selon le type de vérification qu'on veut faire, des algos beaucoup plus rapides. Donc, si on est juste intéressé par la vérification de propriétés de safety, alors, typiquement vérifier si un deadlock ou vérifier si une alarme peut être levée, voilà, on peut utiliser d'autres options et on peut diviser facilement le temps de calcul par 5. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on peut lancer un modèle checker, donc en interactif ou pas, et puis on peut poser une question. Est-ce que mon système a un deadlock? Et il va répondre eh ben non, il n'y a pas de deadlock. Je pose la question en inverse. Est-ce qu'il est toujours vrai, est-ce que c'est un invariant que la propriété deadlock est fausse? Et là, j'ai une preuve qu'il n'y a pas de deadlock. Alors, pour des modèles plus réalistes, par exemple mini, les temps de modèle checking vont plutôt être de l'ordre du quart d'heure. On n'a pas le temps de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire non plus des choses intéressantes. Alors là, ça doit faire un peu peur, mais ça, c'est juste on va dire un animateur de modèle. Donc, on peut s'amuser à tirer 100 000 transitions au hasard dans mon système. Donc, ça, c'est de la simulation à partir d'un modèle formel. Et là, j'ai quelque chose. Donc, on est au niveau de la milliseconde. Donc, voilà, j'ai modélisé 508 minutes d'exécution du robot en quelques secondes. Donc, on peut se servir du modèle pour faire autre chose que juste de la vérif. Bon, ça, c'était la petite démo. Alors, la question que vous me poserez sûrement, je ne vais pas répondre à tout, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser les méthodes formelles avec la robotique? Nous, on a une approche là-dessus qui est plutôt pragmatique, qui n'est pas de dire qu'on va arriver avec une solution qui va permettre de garantir, de certifier un robot, etc. Mais on a des solutions qui vont accroître notre confiance qu'on a dans un système. Okay. Alors, on ne va pas essayer non plus de prouver comme on prouverait un avion ou quelque chose qui est certifié, mais plus des choses de type des missions telles que les missions spatiales ou bien peut-être des systèmes militaires où on n'a pas besoin de 99,99999%, mais on n'a quand même pas envie de perdre la mission. Et en fait, l'intérêt de la vérification formelle, quand on dialogue avec des gens, des roboticiens, donc on ne vient pas comme une sorte de professeur qui dit votre système est faux, ce que vous faites c'est nul. On vient plutôt comme une sorte de psychiatre où on va faire accoucher le roboticien et on va lui faire expliciter quelles sont les parties importantes. Alors, quelles sont les propriétés qui l'intéressent, mais aussi quel est le comportement interne de certains de ces systèmes. Et, alors, la collaboration qu'il y a eu là-dessus, en faisant de la vérification formelle sur génome,
Ça a permis aussi de revisiter certaines parties du runtime de Genome, en, par exemple, simplifiant des synchronisations qui n'étaient pas nécessaires, qui avaient été ajoutées parce qu'on était un peu paranoïaque, on avait peur que ça soit une optimisation qui amène des problèmes. Et en fait, de pouvoir vérifier, ça permet de simplifier le système. Il y a des choses sur lesquelles on peut se permettre de retirer des protections. Ça, c'était le retour. Donc là, ça termine la partie vérification. Mais donc, le sujet, ça va être plus l'exécution. La partie nouvelle, en tout cas dans ce projet-là, ça a été de vouloir… Finalement, on a une description de génome qui est très, très précise sur la vérification, qui prend en compte toute la partie temporelle et les parties échange de messages. Et donc, c'est suffisamment précis en fait, pour être exécuté. Et la seule chose qu'on n'a pas, c'est les codels. Et bien, les codels, il suffit de les appeler. Et donc, l'idée, ça a été d'utiliser quelque chose qu'on avait déjà dans nos cartons, mais qu'on a développé plus avant dans ce projet. C'est un exécuteur du modèle formel. Donc, il faut voir Hippo comme quelque chose qui est un animateur du modèle et un bytecode interpréteur, voilà, et qui va servir de scheduler pour lancer les tâches de bas niveau et gérer tout ce qui est accès à l'état de génome, donc son IDS, les topics, etc. Et donc le but de cette machine, c'est qu'elle soit prédictible et donc qu'elle respecte les échéances temporelles qui sont fixées et qu'elle soit fidèle à la description, donc le plus proche de la sémantique qui est utilisée dans la vérification. Et alors ça, c'est prouvé en fait, il suffit de vérifier que toutes les exécutions qu'on observe dans la machine, c'est des exécutions qui font partie de ce qu'on vérifie. Donc ça peut être fait sur une batterie de test, c'est pas fait online sur tous les systèmes, mais donc on a vérifié ça sur plusieurs systèmes, et donc ça nous donne confiance dans l'exécution. Donc la FIACRE est intéressant pour ça. Donc le FIACRE, le FI de FIACRE, c'est en fait format intermédiaire. Et donc l'idée, c'est vous nous donnez la description du FIACRE, par exemple depuis Genome. On peut le modéliser, et puis si vous me dites en plus quelles sont vos tâches, on peut l'exécuter avec Hippo. Et donc, ça nous donne une chaîne maintenant. Donc, on avait une chaîne vérification qui n'utilisait pas les codels. On a une chaîne exécution qui prend presque le même FIACRE, le même modèle de vérif, juste augmenté avec des tâches, et qui fait exactement la même chose que ce qui est fait avec Pocolypse ou ROS, et qui vous donne un exécutable. Cet exécutable-là, on peut le faire tourner en vrai dans les robots. Et qu'est-ce qu'on a pu faire avec tout ça? D'abord, on a vérifié que ça marche. Okay. Donc, on l'a fait tourner en vrai. On a pu vérifier des propriétés, donc je vais vous donner quelques exemples après. Donc, on peut répondre à la question, est-ce que c'est vrai que mon robot va s'arrêter en moins d'1 mètre si jamais j'appuie sur le bouton d'alarme? On s'en est servi donc pour valider la machine d'exécution, pour vérifier, comme j'ai dit, que toutes les exécutions à runtime, c'est des traces, c'est des exécutions qui sont prévues par le modèle formel. On a vérifié si ça passe à l'échelle. Donc, on a des résultats là-dessus. Et puis, on a aussi fait du runtime monitoring, donc qui, quelque part, peut être vu comme trouver des propriétés, mais à chaud, quoi, pendant l'exécution. Alors, ça, c'est un petit film ici qui représente Hippo sur Mini, voilà. Donc avec une vue du Vélodine. Et donc,
il n'y a aucune différence pour l'utilisateur entre faire tourner le hippo classique, enfin pardon, le génome classique avec ROS par exemple et avec hippo. Un autre exemple qui… Excusez-moi, je vais changer. Un autre exemple sur lequel je ne vais pas rester trop longtemps, c'est sur le drone. Donc là où on était agréablement surpris, c'est que Hippo peut être aussi installé sur les drones. Et donc là, on a un exemple. Donc notre manip avec un engine modèle formel, bah, il peut tourner à 1 kHz sur un tout petit calculateur et faire tourner une manip voilà, là-dessus. Ça, par exemple, c'était la bonne surprise. Donc, au niveau des résultats, donc, comme vous avez pu voir sur la vidéo en tout petit, on arrive à contrôler des robots de taille réelle. Donc, le robot, ça, il s'appelle Mini. Bah, voilà, on va dire, il a à peu près 200 tâches. Si on regarde le load, c'est juste 5 à 10% de plus avec la version méthode formelle qu'avec la version classique. Mais en fait, ça ne fait pas de différence notable sur la manip parce qu'il y a assez de place sur les calculateurs. Et en temps réel, eh bien, on arrive à voir de temps en temps des overshoots. On peut les signaler et voilà, on les détecte facilement. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, voilà, le runtime Hippo, c'est sur du Linux, pas nécessairement real-time, mais c'est quand même mieux avec Preempt RT, et ça utilise POSIX. On a aussi fait de la vérification, donc plus réaliste que ce que je vais montrer sur mon petit shell. On a pu vérifier que le système était schedulable. Alors, ça a permis de détecter certains problèmes, en particulier sur le composant Velodine, sur lequel on pouvait faire des dépassements de période. Et donc là, il y a une correction. Alors, ça, c'est assez intéressant, c'est que la propriété, elle prend en compte l'architecture. Donc, les problèmes, ils pouvaient arriver quand il y avait 3 cœurs, et le système était schedulable quand il y avait plus que 3 cœurs. Et alors, la solution, c'était de couper une des tâches en deux, d'avoir 2 sous-tâches. On a pu vérifier les propriétés d'exclusion mutuelle. Alors, sur le robot Mini, donc c'est un robot qui est autonome, mais il y a quand même un joystick en plus et, pour prendre en main le robot en cas d'urgence. Et bien sûr, on ne veut pas que quand le joystick est enclenché, le robot, en même temps, fasse des commandes. Donc, on veut vérifier une exclusion mutuelle entre utilisation du joystick et la tâche de tracking du robot. Et donc, ça, on a pu vérifier que c'était vrai. Alors, selon différents scénarios, vous voyez que ça peut prendre 10 heures, hein, mais bon, c'est faisable. Et puis, il n'y a pas que des propriétés de safety, il y a aussi des propriétés quantitatives. Donc, tout à l'heure, il y avait des questions sur comment est-ce qu'on peut prouver des propriétés sur des chaînes de calcul. Et donc là, typiquement, on va avoir par exemple une borne, un worst case traversal time, hein, entre le moment où on déclenche par exemple une alarme de s'arrêter et le moment où la commande vitesse 0 sur les pneus est envoyée. Et alors là, il y a une surprise. Donc en gros, la tâche la plus longue qui pourrait retarder ce traitement-là, elle est à peu près de 50 millisecondes. Et en fait, le worst case qu'on a trouvé, il est 3 fois plus long. Et alors, le fait qu'on l'ait trouvé, c'est qu'on a aussi trouvé un scénario. Et ce scénario-là, on a pu le réexécuter, on va dire, par simulation dans le génome. Et il est réel. Donc, il y a vraiment un cas le pire qui est assez étonnant.
et qui correspond en gros à quelque chose qui se passe très mal et on a besoin de 3 périodes pour que le message arrive. Bon, heureusement, ça arrive peu souvent et même à une vitesse assez élevée, ça représente moins d'1 mètre. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, donc c'est fini. En conclusion, quelques liens si vous êtes intéressé. En particulier, il y a une publication assez récente qui résume ce que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà.